Double assassinat dans la rue Morgue. Première partie. Quelle chanson chantaient les sirènes? Quel nom Achille avait-il pris quand il se cachait parmi les femmes? Questions embarrassantes, il est vrai, mais qui ne sont pas situées au-delà de toute conjecture. Sir Thomas Browne. Les facultés de l'esprit, qu'on définit par le terme analytique, sont en elles-mêmes fort peu susceptibles d'analyse. Nous ne les apprécions que par le résultat. Ce que nous en savons, entre autres choses, c'est qu'elles sont pour celui qui les possède à un degré extraordinaire une source de jouissance des plus vives. De même que l'homme fort se réjouit dans son aptitude physique, se complaît dans les exercices qui provoquent les muscles à l'action, de même, l'analyse prend sa gloire dans cette activité spirituelle dont la fonction est de débrouiller. Il tire du plaisir même des plus triviales occasions qui mettent ses talents en jeu. Il raffole des énigmes, des rébus, des hiéroglyphes. Il déploie dans chacune des solutions une puissance de perspicacité qui, dans l'opinion vulgaire, prend un caractère surnaturel. Les résultats, habilement déduits par l'âme même et l'essence de sa méthode, ont réellement tout l'air d'une intuition. Cette faculté de résolution tire peut-être une grande force de l'étude des mathématiques, et particulièrement de la très haute branche de cette science qui, fort improprement et simplement en raison de ses opérations rétrogrades, a été nommée l'analyse, comme s'il était l'analyse par excellence. Car en somme, tout calcul n'est pas en soi une analyse. Un joueur d'échecs, par exemple, fait fort bien l'un sans l'autre. Il suit de là que le jeu d'échecs, dans ses effets sur la nature spirituelle, est fort mal apprécié. Je ne veux pas écrire ici un traité de l'analyse, mais simplement mettre en tête d'un récit passablement singulier quelques observations jetées tout à fait à l'abandon et qui lui serviront de préface. Je prends donc cette occasion de proclamer que la haute puissance de la réflexion est bien plus activement et plus profitablement exploitée par le modeste jeu de dames que par toute la laborieuse futilité des échecs. Dans ce dernier jeu, où les pièces sont douées de mouvements divers et bizarres, et représentent des valeurs diverses et variées, la complexité est prise, erreur fort commune, pour de la profondeur. L'attention y est puissamment mise en jeu. Si elle se relâche un instant, on commet une erreur, d'où il résulte une perte ou une défaite. Comme les mouvements possibles sont non seulement variés, mais inégaux en puissance, les chances de pareilles erreurs sont très multipliées, et dans 9 cas sur 10, c'est le joueur le plus attentif qui gagne, et non pas le plus habile. Dans les dames, au contraire, où le mouvement est simple dans son espèce, et ne subit que peu de variations, les probabilités d'inadvertance sont beaucoup moindres, et l'attention n'étant pas absolument et entièrement accaparée, tous les avantages remportés par chacun des joueurs ne peuvent être remportés que par une perspicacité supérieure. Pour laisser là ces abstractions, supposons un jeu de dames où la totalité des pièces soit réduite à 4 dames, et où, naturellement, il n'y ait pas lieu de s'attendre à des étourderies. Il est évident qu'ici la victoire ne peut être décidée, les deux parties étant absolument égales, que par une tactique habile, résultat de quelque puissant effort de l'intellect. Privé des ressources ordinaires, l'analyste entre dans l'esprit de son adversaire, s'identifie avec lui, et souvent découvre d'un seul coup d'œil l'unique moyen, un moyen quelquefois absurdement simple, de l'attirer dans une faute ou de le précipiter dans un faux calcul. On a longtemps cité le whist pour son action sur la faculté du calcul, et on a connu des hommes d'une haute intelligence qui semblaient y prendre un plaisir incompréhensible et dédaigner les échecs comme un jeu frivole. En effet, il n'y a aucun jeu analogue qui fasse plus travailler la faculté de l'analyse. Le meilleur joueur d'échecs de la chrétienté ne peut être guère autre chose que le meilleur joueur d'échecs. Mais la force au whist implique la puissance de réussir dans toutes les spéculations, bien autrement importantes, où l'esprit lutte avec l'esprit. Quand je dis la force, j'entends cette perfection dans le jeu qui comprend l'intelligence de tous les cas dont on peut légitimement faire son profit.
Ils sont non seulement divers, mais complexes, et se dérobent souvent dans des profondeurs de la pensée, absolument inaccessibles à une intelligence ordinaire. Observer attentivement, c'est se rappeler distinctement, et à ce point de vue, le joueur d'échecs, capable d'une attention très intense, jouera fort bien au whist, puisque les règles de Hoyle, basées elles-mêmes sur le simple mécanisme du jeu, sont facilement et généralement intelligibles. Aussi, avoir une mémoire fidèle et procéder d'après le livre sont des points qui constituent pour le vulgaire le summum du bien joué. Mais c'est dans les cas situés au-delà de la règle que le talent de l'analyste se manifeste. Il fait en silence une foule d'observations et de déductions. Ses partenaires en font peut-être autant, et la différence d'étendue dans les renseignements ainsi acquis ne gît pas tant dans la validité de la déduction que dans la qualité de l'observation. L'important, le principal, est de savoir ce qu'il faut observer. Notre joueur ne se confine pas dans son jeu, et bien que ce jeu soit l'objet actuel de son attention, il ne rejette pas pour cela les déductions qui naissent d'objets étrangers au jeu. Il examine la physionomie de son partenaire, il la compare soigneusement avec celle de chacun de ses adversaires. Il considère la manière dont chaque partenaire distribue ses cartes. Il compte souvent, grâce au regard que laissent échapper les joueurs satisfaits, les atouts et les honneurs, un à un. Il note chaque mouvement de la physionomie, à mesure que le jeu marche, et recueille un capital de pensées, dans des expressions variées de certitude, de surprise, de triomphe ou de mauvaise humeur. À la manière de ramasser une levée, il devine si la même personne en peut faire une autre dans la suite. Il reconnaît ce qui est joué par feinte à l'air dans s'ajouter sur la table. Une parole accidentelle, involontaire, une carte qui tombe, ou qu'on retourne par hasard, qu'on ramasse avec anxiété, ou avec insouciance. Le compte des levées et l'ordre dans lequel elles sont rangées. L'embarras, l'hésitation, la vivacité, la trépidation. Tout est pour lui symptôme, diagnostic. Tout rend compte à cette perception, intuitive en apparence, du véritable état des choses. Quand les 2 ou 3 premiers tours ont été faits, il possède à fond le jeu qui est dans chaque main, et peut dès lors jouer ses cartes en parfaite connaissance de cause, comme si tous les autres joueurs avaient retourné les leurs. La faculté d'analyse ne doit pas être confondue avec la simple ingéniosité, car pendant que l'analyste est nécessairement ingénieux, il arrive souvent que l'homme ingénieux est absolument incapable d'analyse. La faculté de combinaison, ou constructivité, par laquelle se manifeste généralement cette ingéniosité, et à laquelle les phrénologues, ils ont tort selon moi, assignent un organe à part, en supposant qu'elle soit une faculté primordiale, apparut dans des êtres dont l'intelligence était limitrophe de l'idiotie, assez souvent pour attirer l'attention générale des écrivains psychologistes. Entre l'ingéniosité et l'aptitude analytique, il y a une différence beaucoup plus grande qu'entre l'imaginative et l'imagination, mais d'un caractère rigoureusement analogue. En somme, on verra que l'homme ingénieux est toujours plein d'imaginative, et que l'homme vraiment imaginatif n'est jamais autre chose qu'un analyste. Le récit qui suit sera pour le lecteur un commentaire lumineux des propositions que je viens d'avancer. Je demeurai à Paris pendant le printemps et une partie de l'été de 1800, et j'y fis la connaissance d'un certain C. Auguste Dupin. Ce jeune gentleman appartenait à une excellente famille, une famille illustre même, mais, par une série d'événements malencontreux, il se trouva réduit à une telle pauvreté que l'énergie de son caractère y succomba, et qu'il cessa de se pousser dans le monde et de s'occuper du rétablissement de sa fortune. Grâce à la courtoisie de ses créanciers, il resta en possession d'un petit reliquat de son patrimoine, et, sur la rente qu'il en tirait, il trouva moyen, par une économie rigoureuse, de subvenir aux nécessités de la vie, sans s'inquiéter autrement des superfluités. Les livres étaient véritablement son seul luxe, et à Paris, on se les procure facilement.
Notre première reconnaissance se fit dans un obscur cabinet de lecture de la rue Montmartre, par ce fait fortuit que nous étions tous deux à la recherche d'un même livre, fort remarquable et fort rare. Cette coïncidence nous rapprocha. Nous nous vîmes toujours de plus en plus. Je fus profondément intéressé par sa petite histoire de famille, qui me raconta minutieusement, avec cette candeur et cet abandon, ce sans-façon du moins, qui est le propre de tout Français quand il parle de ses propres affaires. Je fus aussi fort étonné de la prodigieuse étendue de ses lectures, et par-dessus tout, je me sentis l'âme prise par l'étrange chaleur et la vitale fraîcheur de son imagination. Cherchant dans Paris certains objets qui faisaient mon unique étude, je vis que la société d'un pareil homme serait pour moi un trésor inappréciable, et dès lors je me livrai franchement à lui. Nous décidâmes enfin que nous vivrions ensemble tout le temps de mon séjour dans cette ville, et comme mes affaires étaient un peu moins embarrassées que les siennes, je me chargeai de louer et de meubler, dans un style approprié à la mélancolie fantasque de nos deux caractères, une maisonnette antique et bizarre, que de superstitions dont nous ne dédaignâmes pas nous enquérir, avait fait déserter, tombant presque en ruine, et située dans une partie reculée et solitaire du faubourg Saint-Germain. Si la routine de notre vie dans ce lieu avait été connue du monde, nous eussions passé pour deux fous, peut-être pour des fous d'un genre inoffensif. Notre réclusion était complète. Nous ne recevions aucune visite. Le lieu de notre retraite était resté un secret, soigneusement gardé, pour mes anciens camarades. Il y avait plusieurs années que Dupin avait cessé de voir du monde et de se répandre dans Paris. Nous ne vivions qu'entre nous. Mon ami avait une bizarrerie d'humeur, car, comment définir cela? C'était d'aimer la nuit, pour l'amour de la nuit. La nuit était sa passion, et je tombais moi-même, tranquillement, dans cette bizarrerie, comme dans toutes les autres qui lui étaient propres, me laissant aller au courant de toutes ces étranges originalités, avec un parfait abandon. La noire divinité ne pouvait pas toujours demeurer avec nous, mais nous en faisions la contrefaçon. Au premier point du jour, nous fermions tous les lourds volets de notre massure. Nous allumions une couple de bougies fortement parfumées, qui ne jetaient que des rayons très faibles et très pâles. Au sein de cette débile clarté, nous livrions chacun notre âme à ses rêves, nous lisions, nous écrivions, ou nous causions, jusqu'à ce que la pendule nous avertît du retour de la véritable obscurité. Alors, nous nous échappions à travers les rues, bras dessus, bras dessous, continuant la conversation du jour, rôdant au hasard jusqu'à une heure très avancée, et cherchant à travers les lumières désordonnées et les ténèbres de la populeuse cité ces innombrables excitations spirituelles que l'étude paisible ne peut pas donner. Dans ces circonstances, je ne pouvais m'empêcher de remarquer et d'admirer, quoique la riche idéalité dont il était doué eût dû m'y préparer, une aptitude analytique particulière chez Dupin. Il semblait prendre un délice âcre à l'exercer, peut-être même à l'étaler, et avouer sans façon tout le plaisir qu'il en tirait. Il me disait à moi, avec un petit rire tout épanoui, que bien des hommes avaient pour lui une fenêtre ouverte à l'endroit du cœur, et d'habitude, il accompagnait une pareille assertion de preuves immédiates et des plus surprenantes, tirées d'une connaissance profonde de ma propre personne. Dans ces moments-là, ses manières étaient glaciales et distraites, ses yeux regardaient dans le vide, et sa voix, une riche voix de ténor habituellement, montait jusqu'à la voix de tête. C'eût été de la pétulance, sans l'absolue délibération de son parler et la parfaite certitude de son accentuation. Je l'observais dans ses allures, et je rêvais souvent à la vieille philosophie de l'âme double. Je m'amusais à l'idée d'un Dupin double, un Dupin créateur et un Dupin analyste. Qu'on ne s'imagine pas, d'après ce que je viens de dire, que je vais dévoiler un grand mystère ou écrire un roman. Ce que j'ai remarqué dans ce singulier Français était simplement le résultat d'une intelligence surexcitée, malade peut-être. Mais un exemple donnera une meilleure idée de la nature de ces observations, à l'époque dont il s'agit. Une nuit nous flânions dans une longue rue sale, avoisinant le palais royal.
Nous étions plongés chacun dans nos propres pensées, en l'apparence, du moins. Et depuis près d'un quart d'heure, nous n'avions pas soufflé une syllabe. Tout à coup, Dupin lâcha ses paroles. C'est un bien petit garçon en vérité, et il serait mieux à sa place au théâtre des variétés. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute, répliquai-je, sans y penser et sans remarquer d'abord, tant j'étais absorbé, la singulière façon dont l'interrupteur adaptait sa parole à ma propre rêverie. 1 minute après, je revins à moi, et mon étonnement fut profond. « Du pain, dis-je très gravement. Voilà qui passe mon intelligence. Je vous avoue, sans embâge, que je suis stupéfié et que j'en peux à peine croire mes sens. Comment a-t-il pu se faire que vous ayez deviné que je pensais à... » Mais je m'arrêtai pour m'assurer indubitablement qu'il avait réellement deviné à qui je pensais. « À Chantilly, dit-il. Pourquoi vous interrompre? Vous faisiez en vous-même la remarque que sa petite taille le rendait impropre à la tragédie. C'était précisément ce qui faisait le sujet de mes réflexions. Chantilly était un ex-savetier de la rue Saint-Denis qui avait la rage du théâtre et avait abordé le rôle de Xerxès dans la tragédie de Crébillon. Ses prétentions étaient dérisoires. On en faisait des gorges chaudes. « Dites-moi pour l'amour de Dieu, la méthode, si méthode il y a, à l'aide de laquelle vous avez pu pénétrer mon âme dans le cas actuel. » En réalité, j'étais encore plus étonné que je n'aurais voulu le confesser. « C'est le fruitier, » répliqua mon ami, qui vous a amené à cette conclusion que le raccommodeur de semelles n'était pas de taille à jouer Xerxès et tous les rôles de ce genre. « Le fruitier! Vous m'étonnez! Je ne connais de fruitier d'aucune espèce. » « L'homme qui s'est jeté contre vous, quand nous sommes entrés dans la rue, il y a peut-être un quart d'heure. » Je me rappelai alors qu'en effet un fruitier, portant sur sa tête un grand panier de pommes, m'avait presque jeté par terre, par maladresse, comme nous passions la rue C, dans l'artère principale où nous étions alors. Mais quel rapport cela avait-il avec Chantilly? Il m'est impossible de m'en rendre compte. Il n'y a pas un atome de charlatanerie dans mon ami Dupin. « Je vais vous expliquer cela, dit-il, et pour que vous puissiez comprendre très clairement, nous allons d'abord reprendre la série de vos réflexions, depuis le moment dont je vous parle, jusqu'à la rencontre du fruitier en question. Les anneaux principaux de la chaîne se suivent ainsi. Chantilly, Orient, le docteur Nichols, Épicure, la stéréotomie, les pavés, le fruitier. Il est peu de personnes qui ne se soient amusées, à un moment quelconque de leur vie, à remonter le cours de leurs idées, et à rechercher par quel chemin leur esprit était arrivé à de certaines conclusions. Souvent cette occupation est pleine d'intérêt, et celui qui l'essaye pour la première fois est étonné de l'incohérence et de la distance, immense en apparence, entre le point de départ et le point d'arrivée. Qu'en juge donc de mon étonnement, quand j'entendis mon Français parler comme il l'avait fait, et que je fus contraint de reconnaître qu'il avait dit la pure vérité. Il continua. Nous causions de chevaux, si ma mémoire ne me trompe pas, juste avant de quitter la rue C. Ce fut notre dernier thème de conversation. Comme nous passions dans cette rue-ci, un fruitier, avec un gros panier sur la tête, passa précipitamment devant nous, vous jeta sur un tas de pavés amoncelés dans un endroit où la voie est en réparation. Vous avez mis le pied sur une des pierres branlantes. Vous avez glissé, vous vous êtes légèrement foulé la cheville, vous avez paru vexé, grognon. Vous avez marmotté quelques paroles. Vous vous êtes retourné pour regarder le tas, puis vous avez continué votre chemin en silence. Je n'étais pas absolument attentif à tout ce que vous faisiez, mais pour moi, l'observation est devenue, de vieille date, une espèce de nécessité. Vos yeux sont restés attachés sur le sol, surveillant avec une espèce d'irritation les trous et les ornières du pavé, de façon que je voyais bien que vous pensiez toujours aux pierres, jusqu'à ce que nous eûmes atteint le petit passage qu'on nomme le passage de Lamartine, où l'on vient de faire l'essai du pavé de bois, un système de blocs, unis et solidement assemblés. Ici votre physionomie s'est éclaircie. J'ai vu vos lèvres remuer, et j'ai deviné, à n'en pas douter, que vous vous murmuriez le mot stéréotomie, un terme appliqué fort prétentieusement à ce genre de pavage. Je savais que vous ne pouviez pas dire stéréotomie sans être induit à penser aux atomes, et de là aux théories d'Épicure. Et comme dans la discussion que nous eûmes, il n'y a pas longtemps, à ce sujet,
Je vous avais fait remarquer que les vagues conjectures de l'illustre grec avaient été confirmées singulièrement, sans que personne n'y prît garde, par les dernières théories sur les nébuleuses et les récentes découvertes cosmogoniques. Je sentis que vous ne pourriez pas empêcher vos yeux de se tourner vers la grande nébuleuse d'Orion. Je m'y attendais certainement. Vous n'y avez pas manqué, et je fus alors certain d'avoir strictement emboîté le pas de votre rêverie. Or, dans cette amère boutade sur Chantilly, qui apparut hier dans le musée, l'écrivain satirique, en faisant des allusions désobligeantes au changement de nom du savetier quand il a chaussé le cothurne, citait un vers latin dont nous avons souvent causé. Je veux parler du vers perdidit antiquum littera prima sonum. Je vous avais dit qu'il y avait trait à Orion, qui s'écrivait primitivement Urion, et à cause d'une certaine acrimonie mêlée à cette discussion, j'étais sûr que vous ne l'aviez pas oublié. Il était clair, dès lors, que vous ne pouviez pas manquer d'associer les deux idées d'Orion et de Chantilly. Cette association d'idées, je la vis au style du sourire qui traversa vos lèvres. Vous pensiez à l'immolation du pauvre savetier. Jusque-là, vous aviez marché courbé en deux. Mais alors, je vous vis vous redresser de toute votre hauteur. J'étais bien sûr que vous pensiez à la pauvre petite taille de Chantilly. C'est dans ce moment que j'interrompis vos réflexions pour vous faire remarquer que c'était un pauvre petit avorton que ce Chantilly, et qu'il serait bien mieux à sa place au théâtre des variétés. Peu de temps après cet entretien, nous parcourions l'édition du soir de la Gazette des Tribunaux, quand les paragraphes suivants attirèrent notre attention. Double assassinat des plus singuliers. Ce matin, vers 3 heures, les habitants du quartier Saint-Roch furent réveillés par une suite de cris effrayants qui semblaient venir du 4e étage d'une maison de la rue Morgue, que l'on savait occupée, en totalité, par une dame, l'Espanais, et sa fille, Camille l'Espanais. Après quelques retards causés par des efforts infructueux pour se faire ouvrir à l'amiable, la grande porte fut forcée avec une pince, et 8 ou 10 voisins entrèrent, accompagnés de 2 gendarmes. Cependant les cris avaient cessé, mais, au moment où tout ce monde arrivait pêle-mêle au premier étage, on distingua 2 fortes voix, peut-être plus, qui semblaient se disputer violemment et venir de la partie supérieure de la maison. Quand on arriva au second palier, ces bruits avaient également cessé, et tout était parfaitement tranquille. Les voisins se répandirent de chambre en chambre. Arrivés à une vaste pièce située sur le derrière, au 4e étage, et dont on força la porte qui était fermée, avec la clé en dedans, ils se trouvèrent en face d'un spectacle qui frappa tous les assistants, d'une terreur non moins grande que leur étonnement. La chambre était dans le plus étrange désordre, les meubles brisés et éparpillés dans tous les sens. Il n'y avait qu'un lit. Les matelas en avaient été arrachés et jetés au milieu du parquet. Sur une chaise, on trouva un rasoir mouillé de sang. Dans l'âtre, 3 longues et fortes boucles de cheveux gris, qui semblaient avoir été violemment arrachées avec leurs racines. Sur le parquet, gisaient 4 Napoléons, une boucle d'oreille ornée d'une topaze, 3 grandes cuillères d'argent, 3 plus petites en métal d'Alger, et 2 sacs contenant environ 4000 francs en or. Dans un coin, les tiroirs d'une commode étaient ouverts et avaient sans doute été mis au pillage, bien qu'on y ait trouvé plusieurs articles intacts. Un petit coffret de fer fut trouvé sous la literie, non pas sous le bois de lit. Il était ouvert, avec la clé dans la serrure. Il ne contenait que quelques vieilles lettres et d'autres papiers sans importance. On ne trouva aucune trace de madame l'Espanais, mais on remarqua une quantité extraordinaire de suie dans le foyer. On fit une recherche dans la cheminée, et, chose horrible à dire, on en tira le corps de la demoiselle, la tête en bas, qui avait été introduit de force et poussé par l'étroite ouverture jusqu'à une distance assez considérable. Le corps était tout chaud. En l'examinant, on découvrit de nombreuses excoriations, occasionnées sans doute par la violence avec laquelle il y avait été fourré et qu'il avait fallu employer pour le dégager. La figure portait quelques fortes égratignures, et la gorge était stigmatisée par des meurtrissures noires et de profondes traces d'ongles, comme si la mort avait eu lieu par strangulation. Après un examen minutieux de chaque partie de la maison, qui n'amena aucune découverte nouvelle, les voisins s'introduisirent dans une petite cour pavée, située sur le derrière du bâtiment. Là, gisait le cadavre de la vieille dame,
avec la gorge si parfaitement coupée, que, quand on essaya de la relever, la tête se détacha du tronc. Le corps, aussi bien que la tête, était terriblement mutilé, et celui-ci à ce point qu'il gardait à peine une apparence humaine. Toute cette affaire resta un horrible mystère, et jusqu'à présent on n'a pas découvert, que nous sachions, le moindre fil conducteur. Le numéro suivant portait ces détails additionnels. Le drame de la rue Morgue. Bon nombre d'individus ont été interrogés relativement à ce terrible et extraordinaire événement. Mais rien n'a transpiré qui puisse se jeter quelques jours sur l'affaire. Nous donnons ci-dessous les dépositions obtenues. Pauline Dubourg, blanchisseuse, dépose qu'elle a connu les deux victimes pendant 3 ans et qu'elle a blanchi pour elles pendant tout ce temps. La vieille dame et sa fille semblaient en bonne intelligence, très affectueuses l'une envers l'autre. C'était de bonne paye. Elle ne peut rien dire relativement à leur genre de vie et à leurs moyens d'existence. Elle croit que madame L'Espanaye disait la bonne aventure pour vivre. Cette dame passait pour avoir de l'argent de côté. Elle n'a jamais rencontré personne dans la maison quand elle venait rapporter ou prendre le linge. Elle est sûre que ces dames n'avaient aucun domestique à leur service. Il lui a semblé qu'il n'y avait de meubles dans aucune partie de la maison, excepté au 4e étage. Pierre Moreau, marchand de tabac, dépose qu'il fournissait habituellement madame L'Espanaye et lui vendait de petites quantités de tabac, quelquefois en poudre. Il est né dans le quartier, y a toujours demeuré. La défunte et sa fille occupaient depuis plus de 6 ans la maison où l'on a trouvé leurs cadavres. Primitivement, elle était habitée par un bijoutier, qui sous-louait les appartements supérieurs à différentes personnes. La maison appartenait à madame L'Espanaye, et s'était montrée très mécontente de son locataire qui endommageait les lieux. Elle était venue habiter sa propre maison, refusant d'en louer une seule partie. La bonne dame était en enfance. Le témoin a vu la fille 5 ou 6 fois, dans l'intervalle de ces 6 années. Elles menaient toutes deux une vie excessivement retirée. Elles passaient pour avoir de quoi. Il a entendu dire chez les voisins que madame L'Espanaye disait la bonne aventure. Il ne le croit pas. Il n'a jamais vu personne franchir la porte, excepté la vieille dame et sa fille, un commissaire, 1 ou 2 fois, et un médecin, 8 ou 10. Plusieurs autres personnes du voisinage déposent dans le même sens. On ne cite personne comme ayant fréquenté la maison. On ne sait pas si la dame et sa fille avaient des parents vivants. Les volets des fenêtres de face s'ouvraient rarement. Ceux de derrière étaient toujours fermés, excepté aux fenêtres de la grande arrière-pièce du 4e étage. La maison était une assez bonne maison, pas trop vieille. Isidore Musée, gendarme, dépose qu'il a été mis en réquisition vers 3 heures du matin et qu'il a trouvé à la grande porte 20 ou 30 personnes qui s'efforçaient de pénétrer dans la maison. Il l'a forcé avec une baïonnette et non pas avec une pince. Il n'a pas eu grande peine à l'ouvrir, parce qu'elle était à 2 battants et n'était verrouillée ni par en haut ni par en bas. Les cris ont continué jusqu'à ce que la porte fût enfoncée, puis ils ont soudainement cessé. On eût dit les cris d'une ou de plusieurs personnes en proie aux plus vives douleurs. Des cris très hauts, très prolongés, non pas des cris brefs, ni précipités. Le témoin a grimpé l'escalier. En arrivant au premier palier, il a entendu 2 voix qui se disputaient, très haut et très aigrement. L'une, une voix rude, l'autre, beaucoup plus aiguë, une voix très singulière. Il a distingué quelques mots de la première, c'était celle d'un Français. Il est certain que ce n'était pas une voix de femme. Il a pu distinguer les mots « sacré » et « diable ». La voix aiguë était celle d'un étranger. Il ne sait pas précisément si c'était une voix d'homme ou de femme. Il n'a pu deviner ce qu'elle disait, mais il présume qu'elle parlait espagnol. Ce témoin rend compte de l'état de la chambre et des cadavres dans les mêmes termes que nous l'avons fait hier. Henri Duval, un voisin et orfèvre de son état, dépose qu'il faisait partie du groupe de ceux qui sont entrés les premiers dans la maison. Confirme généralement le témoignage de Musée. Aussitôt qu'ils se sont introduits dans la maison, ils ont refermé la porte
pour parer le passage à la foule qui s'amassait considérablement, malgré l'heure plus que matinale. La voix aiguë, à en croire le témoin, était une voix d'Italien. À coup sûr, ce n'était pas une voix française. Il ne sait pas au juste si c'était une voix de femme. Cependant, cela pourrait bien être. Le témoin n'est pas familiarisé avec la langue italienne. Il n'a pu distinguer les paroles, mais il est convaincu d'après l'intonation que l'individu qui parlait était un Italien. Le témoin a connu Madame L'Espanaye et sa fille. Il a fréquemment causé avec elle. Il est certain que la voix aiguë n'était celle d'aucune des victimes. Odenheimer, restaurateur. Ce témoin s'est offert de lui-même. Il ne parle pas français, et on l'a interrogé par le canal de l'interprète. Il est né à Amsterdam. Il passait devant la maison au moment des cris. Ils ont duré quelques minutes, 10 minutes peut-être. C'étaient des cris prolongés, très hauts, très effrayants, des cris navrants. Odenheimer est un de ceux qui ont pénétré dans la maison. Il confirme le témoignage précédent, à l'exception d'un seul point. Il est sûr que la voix aiguë était celle d'un homme, d'un Français. Il n'a pu distinguer les mots articulés. On parlait haut et vite, d'un ton inégal, et qui exprimait la crainte aussi bien que la colère. La voix était âpre, plutôt âpre qu'aiguë. Il ne peut appeler cela précisément une voix aiguë. La grosse voix dit à plusieurs reprises « Sacré, diable » et une fois « Mon Dieu !» Jules Mignot, banquier, de la maison Mignot et Fils, rue de Lorraine. Il est l'aîné des Mignot. Madame L'Espanaye avait quelque fortune. Il lui avait ouvert un compte dans sa maison, 8 ans auparavant, au printemps. Elle a souvent déposé chez lui de petites sommes d'argent. Il ne lui a rien délivré jusqu'au 3e jour avant sa mort, où elle est venue lui demander en personne une somme de 4 000 francs. Cette somme lui a été payée en or, et un commis a été chargé de la lui porter chez elle. Adolphe Lebon, commis chez Mignot et Fils, dépose que le jour en question, vers midi, il a accompagné Madame L'Espanaye à son logis, avec les 4 000 francs, en 2 sacs. Quand la porte s'ouvrit, Mademoiselle L'Espanaye parut et lui prit des mains l'un des 2 sacs, pendant que la vieille dame le déchargeait de l'autre. Il les salua et partit. Il n'a vu personne dans la rue en ce moment. C'est une rue borgne, très solitaire. William Bird, tailleur, dépose qu'il est un de ceux qui se sont introduits dans la maison. Il est anglais. Il a vécu 2 ans à Paris. Il est un des premiers qui ont monté l'escalier. Il a entendu les voix qui se disputaient. La voix rude était celle d'un Français. Il a pu distinguer quelques mots, mais il ne se les rappelle pas. Il a entendu distinctement « Sacré et mon Dieu ». C'était en ce moment un bruit comme de plusieurs personnes qui se battent. Le tapage d'une lutte et d'objets qu'on brise. La voix aiguë était très forte, plus forte que la voix rude. Il est sûr que ce n'était pas une voix d'anglais. Elle lui sembla une voix d'allemand, peut-être bien une voix de femme. Le témoin ne sait pas l'allemand. 4 des témoins ci-dessus mentionnés ont été assignés de nouveau, et ont déposé que la porte de la chambre où fut trouvé le corps de Mademoiselle L'Espanaye était fermée en dedans quand ils y arrivèrent. Tout était parfaitement silencieux. Ni gémissement, ni bruit d'aucune espèce. Après avoir forcé la porte, ils ne virent personne. Les fenêtres, dans la chambre de derrière et dans celle de face, étaient fermées et solidement assujetties en dedans. Une porte de communication était fermée, mais pas à clé. La porte qui conduit de la chambre du devant au corridor était fermée à clé, et la clé en dedans. Une petite pièce sur le devant de la maison, au 4e étage, à l'entrée du corridor, ouverte, et la porte entrebâillée. Cette pièce, encombrée de vieux poids de lit, de malles, etc. On a soigneusement dérangé et visité tous ces objets. Il n'y a pas un pouce d'une partie quelconque de la maison qui n'ait été soigneusement visitée. On a fait pénétrer des ramoneurs dans les cheminées. La maison est à 4 étages avec des mansardes. Une trappe qui donne sur le toit était condamnée et solidement fermée avec des clous. Elle ne semblait pas avoir été ouverte depuis des années. Les témoins varient sur la durée du temps écoulé, entre le moment où l'on a entendu les voix qui se disputaient et celui où l'on a forcé la porte de la chambre. Quelques-uns l'évaluent trop court, 2 ou 3 minutes.
d'autres 5 minutes. La porte ne fut ouverte qu'à grande peine. Alfonso Garcio, entrepreneur des pompes funèbres, dépose qu'il demeure rue Morgue. Il est né en Espagne. Il est un de ceux qui ont pénétré dans la maison. Il n'a pas monté d'escalier. Il a les nerfs très délicats et redoute les conséquences d'une violente agitation nerveuse. Il a entendu les voix qui se disputaient. La grosse voix était celle d'un Français. Il n'a pu distinguer ce qu'elle disait. La voix aiguë était celle d'un Anglais. Il en est bien sûr. Le témoin ne sait pas l'anglais, mais il juge d'après l'intonation. Alberto Montani, confiseur, dépose qu'il fut des premiers qui montèrent l'escalier. Il a entendu les voix en question. La voix rauque était celle d'un Français. Il a distingué quelques mots. L'individu qui parlait semblait faire des remontrances. Il n'a pas pu deviner ce que disait la voix aiguë, mais parlait vite et par saccades. Il l'a prise pour la voix d'un Russe. Il confirme en général les témoignages précédents. Il est italien. Il avoue qu'il n'a jamais causé avec un Russe. Quelques témoins, rappelés, certifient que les cheminées dans toutes les chambres, au 4e, sont trop étroites pour livrer passage à un être humain. Quand ils ont parlé de ramonage, ils voulaient parler de ces brosses en forme de cylindre dont on se sert pour nettoyer les cheminées. On a fait passer ces brosses du haut en bas dans tous les tuyaux de la maison. Il n'y a sur le derrière aucun passage qui ait pu favoriser la fuite d'un assassin, pendant que les témoins montaient l'escalier. Le corps de mademoiselle L'Espanais était si solidement engagé dans la cheminée qu'il a fallu pour le retirer que 4 ou 5 des témoins réunissent leurs forces. Paul Dumas, médecin, dépose qu'il a été appelé au point du jour pour examiner les cadavres. Ils gisaient tous les deux sur le fond de sangle du lit dans la chambre où avait été trouvée mademoiselle L'Espanais. Le corps de la jeune dame était fortement meurtri et excorié. Ces particularités s'expliquent suffisamment par le fait de son introduction dans la cheminée. La gorge était singulièrement écorchée. Il y avait, juste au-dessous du menton, plusieurs égratignures profondes, avec une rangée de taches livides, résultant évidemment de la pression des doigts. La face était affreusement décolorée, et les globes des yeux sortaient de la tête. La langue était coupée à moitié. Une large meurtrissure se manifestait au creux de l'estomac, produite, selon toute apparence, par la pression d'un genou. Dans l'opinion de M. Dumas, mademoiselle L'Espanais avait été étranglée par un ou par plusieurs individus inconnus. Le corps de la mère était horriblement mutilé. Tous les os de la jambe et du bras gauche, plus ou moins fracassés. Le tibia gauche, brisé en esquilles, ainsi que les côtes du même côté. Tout le corps affreusement meurtri et décoloré. Il était impossible de dire comment de pareils coups avaient été portés. Une lourde massue de bois, une large pince de fer, une arme grosse, pesante et contondante auraient pu produire de pareils résultats. Et encore, maniée par les mains d'un homme excessivement robuste. Avec n'importe quelle arme, aucune femme n'aurait pu frapper de tels coups. La tête de la défunte, quand le témoin la vit, était entièrement séparée du tronc, et comme le reste, singulièrement broyée. La gorge, évidemment, avait été tranchée avec un instrument très affilé, très probablement un rasoir. Alexandre Etienne, chirurgien, a été appelé en même temps que M. Dumas pour visiter les cadavres. Il confirme le témoignage et l'opinion de M. Dumas. Quoique plusieurs personnes aient été interrogées, on n'a pu obtenir aucun renseignement d'une valeur quelconque. Jamais assassinat si mystérieux, si embrouillé, n'a été commis à Paris, si toutefois il y eut assassinat. La police est absolument déroutée, cas fort usité dans les affaires de cette nature. Il est vraiment impossible de retrouver le fil de cette affaire. L'édition du soir constatait qu'il régnait une agitation permanente dans le quartier Saint-Roch, que les lieux avaient été l'objet d'un second examen, que les témoins avaient été interrogés de nouveau, mais tout cela sans résultat. Cependant, un post-scriptum annonçait qu'Adolphe Lebon, le commis de la maison de banque, avait été arrêté et incarcéré,
bien que rien dans les faits déjà connus ne parût suffisant pour l'incriminer. Dupin semblait s'intéresser singulièrement à la marche de cette affaire, autant du moins que j'en pouvais juger par ses manières, car il ne faisait aucun commentaire. Ce fut seulement après que le journal eut annoncé l'emprisonnement de Lebon qu'il me demanda quelle opinion j'avais relativement à ce double meurtre. Je ne pus que lui confesser que j'étais comme tout Paris, et que je le considérais comme un mystère insoluble. Je ne voyais aucun moyen d'attraper la trace du meurtrier. Nous ne devons pas juger des moyens possibles, dit Dupin, par une instruction embryonnaire. La police parisienne, si vantée pour sa pénétration, est très rusée, rien de plus. Elle procède sans méthode. Elle n'a pas d'autre méthode que celle du moment. On fait ici un grand étalage de mesures, mais il arrive souvent qu'elles sont si intempestives et si mal appropriées au but qu'elles font penser à M. Jourdain, qui demandait sa robe de chambre pour mieux entendre la musique. Les résultats obtenus sont quelquefois surprenants, mais ils sont, pour la plus grande partie, simplement dus à la diligence et à l'activité. Dans le cas où ces facultés sont insuffisantes, les plans ratent. Vidocq, par exemple, était bon pour deviner. C'était un homme de patience, mais sa pensée n'était pas suffisamment éduquée. Il faisait continuellement fausse route, par l'ardeur même de ses investigations. Il diminuait la force de sa vision en regardant l'objet de trop près. Il pouvait peut-être voir un ou deux points avec une netteté singulière, mais par le fait même de son procédé, il perdait l'aspect de l'affaire prise dans son ensemble. Cela peut s'appeler le moyen d'être trop profond. La vérité n'est pas toujours dans un puits. En somme, quant à ce qui regarde les notions qui nous intéressent de plus près, je crois qu'elle est invariablement à la surface. Nous la cherchons dans la profondeur de la vallée. C'est du sommet des montagnes que nous la découvrirons. On trouve dans la contemplation des corps célestes des exemples et des échantillons excellents de ce genre d'erreur. Jetez sur une étoile un rapide coup d'œil, regardez-la obliquement, en tournant vers elle la partie latérale de la rétine, beaucoup plus sensible à une lumière faible que la partie centrale, et vous verrez l'étoile distinctement. Vous aurez apprécié la plus juste de son éclat, éclat qui s'obscurcit à proportion que vous dirigez votre point de vue en plein sur elle. Dans le dernier cas, il tombe sur l'œil un plus grand nombre de rayons. Mais, dans le premier, il y a une réceptibilité plus complète, une susceptibilité beaucoup plus vive. Une profondeur outrée affaiblit la pensée et la rend perplexe. Et il est possible de faire disparaître Vénus elle-même du firmament par une attention trop soutenue, trop concentrée, trop directe. Quant à cet assassinat, faisons nous-mêmes un examen avant de nous former une opinion. Une enquête nous procurera de l'amusement. Je trouvais cette expression bizarre, appliquée au cas en question, mais je ne dis mot. Et en outre, le bon m'a rendu un service pour lequel je ne veux pas me montrer ingrat. Nous irons sur les lieux, nous les examinerons de nos propres yeux. Je connais G, le préfet de police, et nous obtiendrons sans peine l'autorisation nécessaire. L'autorisation fut accordée, et nous allâmes tout droit à la rue Morgue. C'est un de ces passages misérables qui relient la rue Richelieu à la rue Saint-Roch. C'était dans l'après-midi, et il était déjà tard quand nous y arrivâmes, car ce quartier est situé à une grande distance de celui que nous habitions. Nous trouvâmes bien vite la maison, car il y avait une multitude de gens qui contemplaient de l'autre côté de la rue, les volets fermés, avec une curiosité badaude. C'était une maison comme toutes les maisons de Paris, avec une porte cochère, et sur l'un des côtés une niche vitrée, avec un carreau mobile, représentant la loge du concierge. Avant d'entrer, nous remontâmes la rue, nous tournâmes dans une allée, et nous passâmes ainsi sur les derrières de la maison. Dupin, pendant ce temps, examinait tous les alentours, aussi bien que la maison, avec une attention minutieuse dont je ne pouvais pas deviner l'objet. Nous revînmes sur nos pas vers la façade de la maison, nous sonnâmes, nous montrâmes notre pouvoir, et les agents nous permirent d'entrer. Nous montâmes jusqu'à la chambre où on avait trouvé le corps de mademoiselle L'Espanaye et où gisaient encore les 2 cadavres. Le désordre de la chambre avait été respecté, comme cela se pratique en pareil cas. Je ne vis rien de plus
que ce qu'avait constaté la Gazette des tribunaux. Dupin analysait minutieusement toutes choses, sans en excepter les corps des victimes. Nous passâmes ensuite dans les autres chambres, et nous descendîmes dans les cours, toujours accompagnés par un gendarme. Cet examen dura fort longtemps, et il était nuit quand nous quittâmes la maison. En retournant chez nous, mon camarade s'arrêta quelques minutes dans les bureaux d'un journal quotidien. Double assassinat dans la rue Morgue. Deuxième partie. J'ai dit que mon ami avait toutes sortes de bizarreries, et que je les ménageais, car ce mot n'a pas d'équivalent en anglais. Il entrait maintenant dans sa fantaisie de se refuser à toute conversation relativement à l'assassinat, jusqu'au lendemain à midi. Ce fut alors qu'il me demanda brusquement si j'avais remarqué quelque chose de particulier sur le théâtre du crime. Il y eut dans sa manière de prononcer le mot « particulier » un accent qui me donna le frisson, sans que je susse pourquoi. « Non, rien de particulier, » dis-je, « rien autre, du moins, que ce que nous avons lu tous deux dans le journal. »« La Gazette, » reprit-il, « n'a pas, je le crains, pénétré l'horreur insolite de l'affaire. Mais laissons là les opinions niaises de ce papier. Il me semble que le mystère est considéré comme insoluble, par la raison même qui devrait le faire regarder comme facile à résoudre. Je veux parler du caractère excessif sous lequel il apparaît. Les gens de police sont confondus par l'absence apparente de motifs légitimants, non le meurtre en lui-même, mais l'atrocité du meurtre. Ils se sont embarrassés aussi par l'impossibilité apparente de concilier les voix qui se disputaient, avec ce fait qu'on a trouvé en haut de l'escalier d'autres personnes que mademoiselle L'Espanaye, assassinée, et qu'il n'y avait aucun moyen de sortir sans être vu des gens qui montaient l'escalier. L'étrange désordre de la chambre, le corps fourré, la tête en bas, dans la cheminée, l'effrayante mutilation du corps de la vieille dame, ces considérations, jointes à celles que j'ai mentionnées et à d'autres dont je n'ai pas besoin de parler, ont suffi pour paralyser l'action des agents du ministère et pour dérouter complètement leur perspicacité si vantée. Ils ont commis la très grosse et très commune faute de confondre l'extraordinaire avec l'abstru. Mais c'est justement en suivant ces déviations du cours ordinaire de la nature que la raison trouvera son chemin, si la chose est possible, et marchera vers la vérité. Dans ces investigations du genre de celles qui nous occupent, il ne faut pas tant se demander comment les choses se sont passées qu'étudier en quoi elles se distinguent de tout ce qui est arrivé jusqu'à présent. Bref, la facilité avec laquelle j'arriverai, ou je suis déjà arrivé, à la solution du mystère est en raison directe de son insubtilité apparente aux yeux de la police. Je fixai mon homme avec un étonnement muet. « J'attends maintenant, » continua-t-il en jetant un regard sur la porte de notre chambre, « j'attends l'individu qui, bien qu'il ne soit peut-être pas l'auteur de cette boucherie, doit se trouver en partie impliqué dans sa pénétration. Il est probable qu'il est innocent de la partie atroce du crime. J'espère ne pas me tromper dans cette hypothèse, car c'est sur cette hypothèse que je fonde l'espérance de déchiffrer l'énigme entière. J'attends l'homme ici, dans cette chambre, d'une minute à l'autre. Il est vrai qu'il peut fort bien ne pas venir, mais il y a quelque probabilité pour qu'il vienne. S'il vient, il sera nécessaire de le garder. Voici des pistolets, et nous savons tous deux à quoi ils servent quand l'occasion l'exige. » Je pris les pistolets, sans trop savoir ce que je faisais, pouvant à peine en croire mes oreilles, pendant que Dupin continuait à peu près comme dans un monologue. J'ai déjà parlé de ses manières distraites dans ces moments-là. Son discours s'adressait à moi, mais sa voix, quoique montée à un diapason fort ordinaire, avait cette intonation que l'on prend d'habitude en parlant à quelqu'un placé à une grande distance. Ses yeux, d'une expression vague, ne regardaient que le mur. « Les voix qui se disputaient, » disait-il, « les voix entendues par les gens qui montaient l'escalier, n'étaient pas celles de ces malheureuses femmes. Cela est plus que prouvé par l'évidence. Cela nous débarrasse pleinement de la question de savoir si la vieille dame aurait assassiné sa fille et se serait ensuite suicidée. Je ne parle de ce cas que par amour de la méthode, car la force de madame L'Espanaye eût été absolument insuffisante pour introduire le corps de sa fille dans la cheminée, de la façon où l'on a découvert.
et la nature des blessures trouvées sur sa propre personne exclut entièrement l'idée du suicide. Le meurtre a donc été commis par des tiers, et les voix de ces tiers sont celles qu'on a entendues se quereller. Permettez-moi maintenant d'appeler votre attention, non pas sur les dépositions relatives à ces voix, mais sur ce qu'il y a de particulier dans ces dépositions. Y avez-vous remarqué quelque chose de particulier? Je remarquai que, pendant que tous les témoins s'accordaient à considérer la grosse voix comme étant celle d'un Français, il y avait un grand désaccord relativement à la voix aiguë, ou comme l'avait défini un seul individu, à la voix âpre. Cela constitue l'évidence, dit Dupin, mais non la particularité de l'évidence. Vous n'avez rien observé de distinctif. Cependant, il y a quelque chose à observer. Les témoins, remarquez-le bien, sont d'accord sur la grosse voix. Là-dessus, il y a unanimité. Mais relativement à la voix aiguë, il y a une particularité. Elle ne consiste pas dans leur désaccord, mais en ceci que, quand un Italien, un Anglais, un Espagnol, un Hollandais essaye de la décrire, chacun en parle comme d'une voix d'étranger. Chacun est sûr que ce n'est pas la voix d'un de ses compatriotes. Chacun la compare, non pas à la voix d'un individu dont la langue lui serait familière, mais justement au contraire. Le Français présume que c'était une voix d'Espagnol, et il aurait pu distinguer quelques mots s'il était familiarisé avec l'espagnol. Le Hollandais affirme que c'était la voix d'un Français, mais il est établi que le témoin, ne sachant pas le français, a été interrogé par le canal d'un interprète. L'Anglais pense que c'était la voix d'un Allemand, et il n'entend pas l'allemand. L'Espagnol est positivement sûr que c'était la voix d'un Anglais, mais il en juge uniquement par l'intonation, car il n'a aucune connaissance de l'anglais. L'Italien croit une voix de Russe, et il n'a jamais causé avec une personne native de Russie. Un autre Français, cependant, diffère du premier, et il est certain que c'était une voix d'Italien, mais n'ayant pas la connaissance de cette langue, il fait comme l'Espagnol, il tire sa certitude de l'intonation. Or cette voix était donc bien insolite et bien étrange, qu'on ne put obtenir à son égard que de pareils témoignages? Une voix dans les intonations de laquelle des citoyens de 5 grandes parties de l'Europe n'ont rien pu reconnaître qui leur fût familier. Vous me direz que c'était peut-être la voix d'un Asiatique ou d'un Africain. Les Africains et les Asiatiques n'abondent pas à Paris, mais sans nier la possibilité du cas, j'appellerai simplement votre attention sur 3 points. Un témoin dépeint la voix ainsi, plutôt âpre qu'aiguë. 2 autres en parlent comme d'une voix brève et saccadée. Ces témoins n'ont distingué aucune parole, aucun ressemblant à des paroles. Je ne sais pas, continua Dupin, quelle impression j'ai pu faire sur votre entendement, mais je n'hésite pas à affirmer qu'on peut tirer des déductions légitimes de cette partie même des dépositions, la partie relative aux 2 voix, la grosse voix et la voix aiguë, très suffisante en elle-même pour créer un soupçon qui indiquerait la route dans toute investigation ultérieure du mystère. J'ai dit « déduction légitime », mais cette expression ne rend pas complètement ma pensée. Je voulais faire entendre que ces déductions sont les seules convenables, et que ce soupçon en surgit inévitablement comme le seul résultat possible. Cependant, de quelle nature est ce soupçon? Je ne vous le dirai pas immédiatement. Je désire simplement vous démontrer que ce soupçon était plus que suffisant pour donner un caractère décidé, une tendance positive à l'enquête que je voulais faire dans la chambre. Maintenant, transportons-nous en imagination dans cette chambre. Quel sera le premier objet de notre recherche? Les moyens d'évasion employés par les meurtriers. Nous pouvons affirmer, n'est-ce pas, que nous ne croyons ni l'un ni l'autre aux événements surnaturels? Mesdames l'Espanais n'ont pas été assassinées par les esprits. Les auteurs du meurtre étaient des êtres matériels, et ils ont fui matériellement. Or, comment? Heureusement, il n'y a qu'une manière de raisonner sur ce point, et cette manière nous conduira à une conclusion positive. Examinons donc, un à un, les moyens possibles d'évasion. Il est clair que les assassins étaient dans la chambre où l'on a trouvé mademoiselle L'Espanais, ou au moins dans la chambre adjacente, quand la foule a monté l'escalier. Ce n'est donc que dans ces 2 chambres que nous avons à chercher des issues. La police a levé les parquets,
ouvert les plafonds, sondé la maçonnerie des murs. Aucune issue secrète n'a pu échapper à sa perspicacité. Mais je ne me suis pas fié à ses yeux, et j'ai examiné avec les miens. Il n'y a réellement pas d'issue secrète. Les deux portes qui conduisent des chambres dans le corridor étaient solidement fermées, et les clés en dedans. Voyons les cheminées. Celles-ci, qui sont d'une largeur ordinaire jusqu'à une distance de 8 ou 10 pieds au-dessus du foyer, ne livreraient pas au-delà un passage suffisant à un gros chat. L'impossibilité de la fuite, du moins par les voies ci-dessus indiquées, était donc absolument établie. Nous en sommes réduits aux fenêtres. Personne n'a pu fuir par celle de la chambre du devant, sans être vu par la foule du dehors. Il a donc fallu que les meurtriers s'échappassent par celle de la chambre de derrière. Maintenant, amenés comme nous le sommes à cette conclusion par des déductions aussi irréfragables, nous n'avons pas le droit, en tant que raisonneurs, de la rejeter en raison de son apparente impossibilité. Il ne nous reste donc qu'à démontrer que cette impossibilité apparente n'existe pas en réalité. Il y a 2 fenêtres dans la chambre. L'une des 2 n'est pas obstruée par l'ameublement et est restée entièrement visible. La partie inférieure de l'autre est cachée par le chevet du lit, qui est fort massif et qui est poussé tout contre. On a constaté que la première était solidement assujettie en dedans. Elle a résisté aux efforts les plus violents de ceux qui ont essayé de la lever. On avait percé dans son châssis, à gauche, un grand trou avec une vrille, et on y trouva un gros clou enfoncé presque jusqu'à la tête. En examinant l'autre fenêtre, on y a trouvé fiché un clou semblable. Et un vigoureux effort pour lever le châssis n'a pas eu plus de succès que de l'autre côté. La police était dès lors pleinement convaincue qu'aucune fuite n'a pu s'effectuer par ce chemin. Il fut donc considéré comme superflu de retirer les clous et d'ouvrir les fenêtres. Mon examen fut un peu plus minutieux, et cela par la raison que je vous ai donnée tout à l'heure. C'était le cas, je le savais, où il fallait démontrer que l'impossibilité n'était qu'apparente. Je continuai à raisonner ainsi, a posteriori. Les meurtriers s'étaient évadés par l'une de ces fenêtres. Cela étant, ils ne pouvaient pas avoir réassujetti les châssis en dedans, comme on les a trouvés. Considération qui, par son évidence, a borné les recherches de la police dans ce sens-là. Cependant, ces châssis étaient bien fermés. Il faut, donc, qu'ils puissent se fermer d'eux-mêmes. Il n'avait pas moyen d'échapper à cette conclusion. J'allai droit à la fenêtre non bouchée, je retirai le clou avec quelque difficulté, et j'essayai de lever le châssis. Il a résisté à tous mes efforts, comme je m'y attendais. Il y avait donc, j'en étais sûr maintenant, un ressort caché, et ce fait, corroborant mon idée, me convainquit au moins de la justesse de mes prémices, quelque mystérieuses que m'apparussent toujours les circonstances relatives au clou. Un examen minutieux me fit bientôt découvrir le ressort secret. Je le poussai, et, satisfait de ma découverte, je m'abstins de lever le châssis. Je remis alors le clou en place et l'examinai attentivement. Une personne passant par la fenêtre pouvait l'avoir refermé, et le ressort aurait fait tout son office. Mais le clou n'aurait pas été replacé. Cette conclusion était nette, et rétrécissait encore le champ de mes investigations. Il fallait que les assassins se fussent enfuis par l'autre fenêtre. En supposant donc que les ressorts des 2 croisées fussent semblables, comme il était probable, il fallait, cependant, trouver une différence dans les clous, ou au moins dans la manière dont ils avaient été fixés. Je montai sur le fond de sangle du lit, et je regardai minutieusement l'autre fenêtre par-dessus le chevet du lit. Je passai ma main derrière, je découvris aisément le ressort, et je le fis jouer. Il était, comme je l'avais deviné, identique au premier. Alors j'examinai le clou. Il était aussi gros que l'autre, et fixé de la même manière, enfoncé presque jusqu'à la tête. Vous direz que j'étais embarrassé, mais si vous avez une pareille pensée, c'est que vous vous êtes mépris sur la nature de mes inductions. Pour me servir d'un terme de jeu, je n'avais pas commis une seule faute, je n'avais pas perdu la piste un seul instant. Il n'y avait pas une lacune d'un anneau à la chaîne. J'avais suivi le secret
jusque dans sa dernière phase. C'était le clou. Il ressemblait, dis-je, sous tous les rapports, à son voisin de l'autre fenêtre. Mais ce fait, quelque concluant qu'il fût en apparence, devenait absolument nul en face de cette considération dominante, à savoir que là, à ce clou, finissait le fil conducteur. Il faut, me dis-je, qu'il y ait dans ce clou quelque chose de défectueux. Je le touchai, et la tête, avec un petit morceau de la tige, un quart de pouce environ, me resta dans les doigts. Le reste de la tige était dans le trou, où elle s'était cassée. Cette fracture était fort ancienne, car les bords étaient incrustés de rouille, et elle avait été opérée par un coup de marteau, qui avait enfoncé en partie la tête du clou dans le fond du châssis. Je rajustai soigneusement la tête avec le morceau qui la continuait, et le tout figura un clou intact. La fissure était inappréciable. Je pressai le ressort, je levai doucement la croisée de quelques pouces. La tête du clou vint avec elle, sans bouger de son trou. Je refermai la croisée, et le clou offrit de nouveau le semblant d'un clou complet. Jusqu'ici l'énigme était débrouillée. L'assassin avait fui par la fenêtre, qui touchait au lit. Qu'elle fût retombée d'elle-même après la fuite, ou qu'elle eût été fermée par une main humaine, elle était retenue par le ressort, et la police avait attribué cette résistance au clou. Aussi, toute enquête ultérieure avait été jugée superflue. La question maintenant était celle du mode de descente. Sur ce point, j'avais satisfait mon esprit dans notre promenade autour du bâtiment. À 5 pieds et demi environ de la fenêtre en question court une chaîne de paratonnerres. De cette chaîne, il eût été impossible à n'importe qui d'atteindre la fenêtre, à plus forte raison d'entrer. Toutefois, je remarquai que les volets du 4e étage étaient du genre particulier que les menuisiers parisiens appellent ferrades, genre de volet fort peu usité aujourd'hui, mais qu'on rencontre fréquemment dans les vieilles maisons de Lyon et de Bordeaux. Ils sont faits comme une porte ordinaire, porte simple, et non pas à double battant, à l'exception que la partie inférieure est façonnée à jour et treillissée, ce qui donne aux mains une excellente prise. Dans le cas en question, ces volets sont larges de 3 bons pieds et demi. Quand nous les avons examinés du derrière de la maison, ils étaient tous les deux ouverts à moitié, c'est-à-dire qu'ils faisaient angle droit avec le mur. Il est présumable que la police a examiné comme moi les derrières du bâtiment, mais en regardant ces ferrades, dans le sens de leur largeur, comme elle les a vues inévitablement, elle n'a sans doute pas pris garde à cette largeur même, ou du moins, elle n'y a pas attaché l'importance nécessaire. En somme, les agents, quand il a été démontré pour eux que la fuite n'avait pu s'effectuer de ce côté, ne leur ont appliqué qu'un examen succinct. Toutefois, il était évident pour moi que le volet appartenant à la fenêtre située au chevet du lit, si on le supposait rabattu contre le mur, se trouverait à 2 pieds de la chaîne du paratonnerre. Il était clair aussi que par l'effort d'une énergie et d'un courage insolites, on pouvait, à l'aide de la chaîne, avoir opéré une invasion par la fenêtre. Arrivé à cette distance de 2 pieds et demi, je suppose maintenant le volet complètement ouvert, un voleur aurait pu trouver dans le treillage une prise solide. Il aurait pu dès lors, en lâchant la chaîne, en assurant bien ses pieds contre le mur, et en s'élançant vivement, tomber dans la chambre, et attirer violemment le volet avec lui, de manière à le fermer, en supposant toutefois la fenêtre ouverte, en ce moment-là. Remarquez bien, je vous prie, que j'ai parlé d'une énergie très peu commune, nécessaire pour réussir dans une entreprise aussi difficile, aussi hasardeuse. Mon but est de vous prouver d'abord que la chose a pu se faire. En second lieu, et principalement, d'attirer votre attention sur le caractère très extraordinaire, presque surnaturel, de l'agilité nécessaire pour l'accomplir. Vous direz sans doute, en vous servant de la langue judiciaire, que, pour donner ma preuve a fortiori, je devrais plutôt sous-évaluer l'énergie nécessaire dans ce cas que réclamer son exacte estimation. C'est peut-être la pratique des tribunaux, mais cela ne rentre pas dans les yeux de la raison. Mon objet final, c'est la vérité. Mon but actuel,
c'est de vous induire à rapprocher cette énergie tout à fait insolite de cette voix si particulière, de cette voix aiguë ou âpre, de cette voix saccadée, dont la nationalité n'a pu être constatée par l'accord de 2 témoins, et dans laquelle personne n'a saisi de mots articulés, de syllabisation. À ces mots, une conception vague et embryonnaire de la pensée de Dupin passa dans mon esprit. Il me semblait être sur la limite de la compréhension, sans pouvoir comprendre, comme les gens qui sont quelquefois sur le bord du souvenir, et qui cependant ne parviennent pas à se rappeler. Mon ami continua son argumentation. Vous voyez, dit-il, que j'ai transporté la question du mode de sortie au mode d'entrée. Il était dans mon plan de démontrer qu'elles se sont effectuées de la même manière et sur le même point. Retournons maintenant dans l'intérieur de la chambre. Examinons toutes les particularités. Les tiroirs de la commode, dit-on, ont été mis au pillage, et cependant, on y a trouvé plusieurs articles de toilette intacts. Cette conclusion est absurde. C'est une simple conjecture. Une conjecture passablement niaise, et rien de plus. Comment pouvons-nous savoir que les articles trouvés dans les tiroirs ne représentent pas tout ce que les tiroirs contenaient? Madame l'Espanaye et sa fille menaient une vie excessivement retirée, ne voyaient pas le monde, sortaient rarement, avaient donc peu d'occasion de changer de toilette. Ce qu'on a trouvé était au moins d'aussi bonne qualité qu'aucun de ceux qui possédaient véritablement ces dames. Et, si un voleur en avait pris quelques-uns, pourquoi n'aurait-il pas pris les meilleurs? Pourquoi ne les aurait-il pas tous pris? Bref, pourquoi aurait-il abandonné les 4000 francs en or pour s'empêtrer d'un paquet de linge? L'or a été abandonné. La presque totalité de la somme désignée par le banquier Mignot a été trouvée sur le parquet, dans les sacs. Je tiens donc à écarter de votre pensée l'idée saugrenue d'un intérêt, idée engendrée dans le cerveau de la police par les dépositions qui parlent d'argent délivrées à la porte même de la maison. Ces coïncidences, 10 fois plus remarquables que celle-ci, les livraisons de l'argent et le meurtre commis 3 jours après sur le propriétaire, se présentent dans chaque heure de notre vie, sans attirer notre attention, même une minute. En général, les coïncidences sont de grosses pierres d'achoppement dans la route de ces pauvres penseurs mal éduqués, qui ne savent pas le premier mot de la théorie des probabilités, théorie à laquelle le savoir humain doit ses plus glorieuses conquêtes et ses plus belles découvertes. Dans le cas présent, si l'or avait disparu, le fait qu'il avait été livré 3 jours auparavant créerait quelque chose de plus qu'une coïncidence. Cela corroborerait l'idée d'intérêt. Mais dans les circonstances réelles où nous sommes placés, si nous supposons que l'or a été le mobile de l'attaque, il nous faut supposer ce criminel assez indécis et assez idiot pour oublier à la fois son or et le mobile qui l'a fait agir. Mettez donc bien dans votre esprit les points sur lesquels j'ai attiré votre attention. Cette voix particulière, cette agilité sans pareille, et cette absence frappante d'intérêt dans un meurtre aussi singulièrement atroce que celui-ci. Maintenant, examinons la boucherie en elle-même. Voilà une femme étranglée par la force des mains et introduite dans une cheminée, la tête en bas. Des assassins ordinaires n'emploient pas de pareils procédés pour tuer. Encore moins cachent-ils ainsi les cadavres de leurs victimes. Dans cette façon de fourrer le corps dans la cheminée, vous admettrez qu'il y a quelque chose d'excessif et de bizarre, quelque chose d'absolument inconciliable avec tout ce que nous connaissons en général des actions humaines, même en supposant que les auteurs fussent les plus pervertis des hommes. Songez aussi quelle force prodigieuse il a fallu pour pousser ce corps dans une pareille ouverture, et l'y pousser si puissamment que les efforts réunis de plusieurs personnes furent à peine suffisants pour l'en retirer. Portons maintenant notre attention sur d'autres indices de cette vigueur merveilleuse. Dans le foyer, on a trouvé des mèches de cheveux, des mèches très épaisses de cheveux gris. Ils ont été arrachés avec leurs racines. Vous savez quelle puissante force il faut pour arracher seulement de la tête 20 ou 30 cheveux à la fois. Vous avez vu les mèches en question aussi bien que moi. À leurs racines grumelées, affreux spectacle,
adhéraient des fragments de cuir chevelu, preuve certaine de la prodigieuse puissance qu'il a fallu déployer pour déraciner peut-être 500 000 cheveux d'un seul coup. Non seulement le cou de la vieille dame était coupé, mais la tête absolument séparée du corps. L'instrument était un simple rasoir. Je vous prie de remarquer cette férocité bestiale. Je ne parle pas des meurtrissures du corps de madame L'Espanaye. Monsieur Dumas et son honorable confrère, monsieur Étienne, ont affirmé qu'elles avaient été produites par un instrument contondant, et en cela ces messieurs furent tout à fait dans le vrai. L'instrument contondant a été évidemment le pavé de la cour sur laquelle la victime est tombée de la fenêtre qui donne sur le lit. Cette idée, quelque simple qu'elle apparaisse maintenant, a échappé à la police par la même raison qui l'a empêché de remarquer la largeur des volets. Parce que, grâce à la circonstance des clous, sa perception était hermétiquement bouchée à l'idée que les fenêtres eussent jamais pu être ouvertes. Si maintenant, subsidiairement, vous avez convenablement réfléchi au désordre bizarre de la chambre, nous sommes allés assez avant pour combiner les idées d'une agilité merveilleuse, d'une férocité bestiale, d'une boucherie sans motif, d'une grotesquerie dans l'horrible, absolument étrangère à l'humanité, et d'une voix dont l'accent est inconnu à l'oreille d'hommes de plusieurs nations, d'une voix dénuée de toute syllabisation distincte et intelligible. Or, pour vous, qu'en ressort-il? Quelle impression ai-je faite sur votre imagination? Je sentis un frisson courir dans ma chair quand Dupin me fit cette question. Un fou, dis-je, aura commis ce meurtre. Quelque maniaque furieux échappé à une maison de santé du voisinage. Pas trop mal, répliqua-t-il. Votre idée est presque applicable. Mais les voix des fous, même dans leur plus sauvage paroxysme, ne se sont jamais accordées avec ce qu'on a dit de cette singulière voix entendue dans l'escalier. Les fous font partie d'une nation quelconque, et leur langage, pour incohérent qu'il soit dans les paroles, est toujours syllabifié. En outre, le cheveu d'un fou ne ressemble pas à celui que je tiens maintenant dans ma main. J'ai dégagé cette petite touffe des doigts rigides et crispés de madame L'Espanaye. Dites-moi ce que vous en pensez. Dupin! Dis-je complètement bouleversé. Ces cheveux sont bien extraordinaires. Ce ne sont pas là des cheveux humains. Je n'ai pas affirmé qu'ils fussent tels, dit-il. Mais, avant de nous décider sur ce point, je désire que vous jetiez un coup d'œil sur le petit dessin que j'ai tracé sur ce bout de papier. C'est un fac-similé qui représente ce que certaines dépositions définissent, les meurtrissures noirâtres et les profondes marques d'ongles trouvées sur le cou de mademoiselle L'Espanaye, et que messieurs Dumas et Étienne appellent une série de taches livides, évidemment causées par l'impression des doigts. Vous voyez, continua mon ami en déployant le papier sur la table, que ce dessin donne l'idée d'une poigne solide et ferme. Il n'y a pas d'apparence que les doigts aient glissé. Chaque doigt a gardé, peut-être jusqu'à la mort de la victime, la terrible prise qu'il s'était faite, et dans laquelle il s'est moulé. Essayez maintenant de placer tous vos doigts, en même temps, chacun dans la marque analogue que vous voyez. J'essayai, mais inutilement. Il est possible, dit Dupin, que nous ne fassions pas cette expérience d'une manière décisive. Le papier est déployé sur une surface plane, et la gorge humaine est cylindrique. Voici un rouleau de bois, dont la circonférence est à peu près celle d'un cou. Étalez le dessin tout autour, et recommencez l'expérience. J'obéis, mais la difficulté fut encore plus évidente que la première fois. Ceci, dis-je, n'est pas la trace d'une main humaine. Maintenant, dit Dupin, lisez ce passage de Cuvier. C'était l'histoire minutieuse, anatomique et descriptive du grand orang-outan fauve des îles de l'Inde orientale. Tout le monde connaît suffisamment la gigantesque stature, la force et l'agilité prodigieuses, la férocité sauvage et les facultés d'imitation de ce mammifère. Je compris d'un seul coup tout l'horrible du meurtre. La description des doigts, dis-je, quand j'eus fini la lecture, s'accorde parfaitement avec le dessin. Je vois qu'aucun animal, excepté un orang-outan,
et de l'espèce en question, n'aurait pu faire des marques telles que celles que vous avez dessinées. Cette touffe de poils fauves est aussi d'un caractère identique à celui de l'animal de Cuvier, mais je ne me rends pas facilement compte des détails de cet effroyable mystère. D'ailleurs, on a entendu 2 voix se disputer, et l'une d'elles était incontestablement la voix d'un Français. C'est vrai. Et vous vous rappellerez une expression attribuée presque unanimement à cette voix, l'expression « mon Dieu ». Ces mots, dans les circonstances présentes, ont été caractérisés par l'un des témoins, Montagny, le confiseur, comme exprimant un reproche et une remontrance. C'est donc sur ces 2 mots que j'ai fondé l'espérance de débrouiller complètement l'énigme. Un Français a eu connaissance du meurtre. Il est possible, il est même plus que probable. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.